Bonsoir et bienvenue à tous au Vintage Wrestles de SummerSlam 2004. Rubenito est pour la première fois aux manettes et il accueille ce soir trois chroniqueurs qui ont un petit peu leur capitale basée à l'étranger. Donc on a Vincent avec Mamadov qui est on ne sait pas où. Bonsoir Vincent. Bonsoir Rubenito, mais ne parle pas de ce monsieur, je veux pas en parler. D'accord, donc j'en parle plus, promis. En deuxième, on a un mec pareil qu'on ne sait pas trop où il est. C'est un Russe qui gère l'AS Monaco et Renaud le représente ce soir. Donc bonsoir Renaud. Bang! Salut Robenito, salut tout le monde. T'as kické Pierre et Brousty en fait, c'est ça? Le retour du bang. Ouais, j'ai fait un petit peu une hijack tout le monde quoi. Ah d'accord, ok. Et le troisième a lui son capital basé dans les pays des pétrodollars et c'est Brousty qui représente Nasser Al-Khelaifi. Bonsoir Brousty. Oui, salut, sauf que je précise c'est plutôt le gaz, mais salut sinon. Ça reste des pétrodollars. On À dit peu gazodollars. Bon, bah, alors on est parti pour ce SummerSlam 2004 avec entre autres un gros main event entre Randy Orton et Chris Benoit. Il y aura du Triple H contre Eugene, du Jonathan Party. Il y a quelques bons petits matchs et j'oublie pas sur le Kurt Angle et Eddie Guerrero qui est une grosse affiche de cette époque-là. Donc on est parti tout de suite. On se retrouve après le générique de SummerSlam. C'était donc Summertime's Blues par le groupe Rush, qui était donc le theme song de SummerSlam en 2004. Donc là, on a réglé les manettes sur le 15 août 2004. On se retrouve à Toronto, Ontario, au Canada. Et donc il y a eu un dark match ce soir-là qui était enregistré pour Sunday Night Heat, pardon. Et c'était Rob Van Dam contre René Dupré. Il me semble qu'il n'y a que Renaud qui l'a vu ce match-là, donc tu peux nous en dire quelques mots, Renaud ? Ouais, en fait, il n'y a pas grand chose à dire. En fait, RVD fait du RVD. J'en profite pour dire RVD au passage, c'est cool, ça me fait plaisir. Bien à la française. Et René Dupré, lui, fait quasi rien, donc il encaisse beaucoup de prises. Le RVD déroule comme d'hab, ses kicks et ses saltos, tout ça. Le match est bon, il se regarde, mais il s'oublie assez vite. C'est un peu dommage aussi pour René Dupré parce que ça lançait sa carrière en solo à ce moment-là. Parce que l'année d'avant, il était dans la résistance avec Sylvain Grenier, ils avaient été champions par équipe ensemble, et là, il avait été drafté à SmackDown, et on commençait un peu à travailler son personnage, où il rentrait avec un caniche nommé Fifi. Bon, là, c'était pas le cas, mais c'était cette période-là, et puis il commençait un peu à tourner autour du titre US aussi, puisque au pay-per-view Great American Bash, qui était le pay-per-view d'avant, enfin, il y avait eu Vengeance, mais avant Vengeance, il y avait eu une Great American Bash, il avait été dans un Fatal 4-Way à élimination contre RVD, Senna et Booker, et il s'était pas fait éliminer en premier. Donc il commençait à être assez intéressant. Puis après, on lui avait filé le titre par équipe avec Kenzo Suzuki, il avait été champion. Et il avait aussi son émission, son talk show à lui, qui était le Café de René. Donc c'est quand même en solo, c'est sa plus grande époque à René Dupré, à son niveau à lui. Mais 2004 reste quand même l'époque un poil mieux, je dirais, de ce qu'il a fait. Après, il s'est un peu enterré, on l'a plus trop revu. Donc, mais sinon, oui, le match en lui-même s'oublie très vite. C'est du calibre de Raw, quoi, un opener à Raw. Pourtant, il y a une bonne petite durée, ça dure à peu près 10 minutes, 9 minutes 38. Et d'ailleurs, il y a Jason Kendricks sur notre page Wrestles Radio que vous pouvez bien sûr rejoindre si ce n'est pas encore fait, bande de chenapans, qui nous dit que ce match est pas mal du tout et aurait mérité une place sur la carte. Après, il pense qu'il n'y a pas une grande rivalité derrière et que c'est juste un match. Et c'est pour cette raison qu'il est passé à Hit. Donc voilà, bon, il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur ce match-là, donc on va peut-être passer au suivant qui est un petit peu plus intéressant.
avec les Dudley Boys, Booba, Divon et Spike qui battent Rey Mysterio, Billy Kidman et Paul London en 8 minutes 07 dans un six-man tag team match. Donc, Vincent, tu vas nous dire un petit peu ce que tu en as pensé de ce match-là. Je trouve que c'est le match idéal pour démarrer le pay-per-view parce que c'est un match avec un rythme rapide, t'as des gros spots, puis en plus t'as les champions par équipe qui n'ont pas de rivalité pour ce groupe pay-per-view et ça permet de les mettre dans un match où ils vont avoir un peu de mise en valeur, quoi. Donc très bon match. Je me souvenais plus que Paul London avait fait équipe avec Billy Kidman. Donc ça c'est pratique, c'est vintage, ça nous permet de nous rappeler quelques trucs d'il y a quelques années. Après c'est un bon match, mais je pense pas non plus que ça va être un match dont on va se souvenir longtemps, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est pas le match. Enfin, c'est un bon match pour ouvrir SummerSlam, bien sûr. Je sais pas ce que t'en penses, Bruce T, mais je pense que Oui, c'est c'est pas assez mal. costaud, quand Et même. puis surtout, j'ai adoré les passages de Paul London qui électrifiait pas mal d'ailleurs le public, qui est assez endormi. On en reparlera souvent, je pense. Mais sinon, ouais, le déroulé est bon. Et puis à la fin, ouais, les irrésistibles Dudley qui font le ménage pour Spike. Donc ouais, c'était assez sympa. Après, je regrette juste de pas avoir beaucoup vu Rey Mysterio à l'œuvre, mais sinon, ça allait. Il devait être blessé, non? Non, je plaisante. T'en as pensé quoi, toi, Renaud? Ouais, c'est un bon combat, peut-être un poil court. Moi j'ai bien aimé, et c'est surtout en plus une époque où les Dudley étaient assez mal utilisés. Ils avaient besoin d'un second souffle à ce moment-là. Donc ils étaient à Raw, ils avaient été draftés à SmackDown. À la base, ça s'était bien fait parce qu'ils s'étaient associés à Paul Heyman, qui était le GM de SmackDown. Et ils avaient eu une feud contre l'Undertaker, qui était la top star là-bas, du show bleu. Donc à ce moment-là, on les revoyait dans les main events et tout. Ils avaient même fait un main event de pay-per-view contre lui. Et ils étaient de nouveau redescendus, on les voyait plus trop, tout ça. Je parle surtout pour Bubba et Divon. Spike, lui, était devenu champion de poids moyen, donc lui, on le voyait, mais les deux vrais tags, c'est-à-dire Divon et Bubba, on les voyait pas beaucoup, ce qui était dommage. Et d'ailleurs, l'année d'après, ils signaient la TNA, donc c'était vraiment la fin, on leur proposait plus rien et ils avaient plus vraiment de feud avec les équipes. Mais là, je trouvais que c'était vraiment pas mal et c'est un bon match, un bon opener. Et c'est vrai que Mysterio, on le voit peut-être pas assez. Mais à part ça, ouais, ça reste du très bon. Ça va vite, donc ouais, c'est un bon combat d'ouverture. Et on Moi, revoit. honnêtement, excuse-moi, Vincent, j'avais un meilleur souvenir de Spike. Je trouve que dans le match, il était, enfin, j'avais l'impression dans mes souvenirs qu'il était plus rapide, un peu plus intense, et là, j'étais un peu déçu, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais moi, j'étais un petit peu déçu. Bah moi, je l'ai trouvé brouillon dans ce match, c'est vrai. Donc. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Et donc, enfin voilà, après c'est Spike, hein. Sinon, ouais, il y a Jason Kendrick sur notre page Facebook qui dit qu'il est absolument pas fan du catch aérien, mais il doit avouer que ce match est un bon opener et il est divertissant. On a vu mieux en termes de catch voltige, mais ça reste tout de même correct. Après, Spike a toujours eu du mal à le prendre au sérieux. On a toujours du mal à le prendre au sérieux, pardon. Et encore moins avec une ceinture à la main. Ouais. Bon, après, quand on voit que Hornswoggle a porté ce titre-là, il a très peu d'importance, malheureusement, quoi. Ouais, c'est ça Après, le je sais pas problème. voilà. Non, ouais, non, mais t'as tout à fait raison. Mais après, en gros, c'était, enfin, je parle sous ton contrôle, Renaud, mais c'était une rivalité, donc Paul London et Kidman contre les Dudley et Mysterio contre Spike. En tout cas, j'ai l'impression qu'ils ont voulu monter le match comme ça, quoi. Ouais, plus Mysterio Spike, parce que Spike était face à la base. Et c'est pour le pay-per-view justement qu'il a trahi Mysterio entre guillemets et lui avait mis un coup dans les parties intimes. Ça avait donc donné un triple threat, mais les Dudley n'étaient pas vraiment en rivalité justement avec Kidman et Paul London, hein. C'est ça le problème, c'est ce que je disais justement, c'est que les Dudley étaient plus vraiment utilisés à ce moment-là. Donc c'est ça, le problème vient de là. Après Spike, il fallait qu'il tourne heel parce que son personnage il allait un peu nulle part. Bon, c'était pas un champion face très apprécié des gens. Donc à partir de là, ils l'ont fait tourner heel pour ce triple threat match, mais ça n'a pas duré 100 ans derrière non plus, hein. D'accord. Donc, Vincent, tu voulais rajouter un petit truc, peut-être? Je t'ai coupé la parole tout à l'heure. Ouais, sur l'embonpoint de Bob Ray qui commençait à se pointer. Ça n'a rien à voir avec l'embonpoint qu'il avait en 2010 où là il était vraiment gros avec Divon. Et c'est vraiment l'un des mecs que je trouve qui est encore aujourd'hui l'un des meilleurs au micro. Il a vraiment maigri depuis. C'est vraiment étonnant qu'à son âge, il doit avoir plus de 40 ans. Il a réussi à donner une nouvelle jeunesse à sa carrière. Je voulais le notifier. D'accord. Bon, tu fais bien de faire un petit point slim fast. C'est très important. Et Moi, 10 je suis en plein Yoga. dedans.
Je suis en plein dedans le régime là, je suis mon cours de DDP yoga. Et donc voilà, t'as bien fait d'en parler. T'es en plein, t'es en plein régime. Laissez parler les petits papiers. Régime. Ah, pardon. Donc on va passer au match suivant qui est donc le Kane versus Matt Hardy. Le gagnant doit se marier avec Lita, donc il y a plutôt intérêt à se bouger le cul pour ce match-là parce que le gain est assez intéressant. Donc je sais pas ce que Renaud t'a pensé du match. Je sais que t'es un grand fan de Kane, donc Oui. donc à mon avis ça va tacler. On sort le sécateur et on écoute Renaud. Ouais, ben combien il a duré le match? 6 minutes à peine. Hein. Ah d'accord, pardon. 6 minutes 8 je crois. Ok, Ouais, d'accord. Ouais, parce que je l'ai C'était trouvé... déjà trop, c'est ça? Non, mais non, justement, je pense que non. Moi, je trouve qu'ils auraient pu encore faire un petit peu plus même. Après l'histoire autour de Kane Lita, je t'avoue que c'était assez ridicule. Cette histoire, c'était un peu l'histoire de la Belle et la Bête. On l'a vu plusieurs fois avec Balls Mahoney, après Kelly aussi du côté de la ECW. C'est toujours un peu une sorte de Frankenstein comme ça qui veut se taper la femme quoi. Donc c'était pas super. Puis en plus après ça, il y a eu le bébé aussi. C'est là il y a eu le mariage, ils ont Oui, tout je fait me dans l'ordre. souviens. Voilà, après il y a eu l'histoire du bébé, donc c'était. Ils n'ont pas vécu dans le péché au moins. Ah, ils ont pas vécu dans le péché, non, ça c'est sûr. Après le match, il est plutôt bon. J'ai noté un tornado DDT de Matt Hardy assez terrible par contre, parce que Kane, il a bien mangé, il a failli se briser la nuque. Ouais, c'est vrai, il était bien vendu. Il était bien vendu et un coup de cloche aussi. Alors le coup de cloche qui a été terrible, mais heureusement, hein, c'est pas la cloche qui a tapé, c'est le bois qui entoure la cloche, en plein dans la tronche de Kane. Il faut savoir que Kane, lui, c'était à cette période-là, Kane, il ne levait plus les mains, hein, il se protégeait plus. À chaque fois qu'il prenait un coup sur la tête, c'était vraiment dans la tronche. Je me souviens d'une fois aussi où il s'était pris un coup de porte d'ambulance. Alors ça, c'était au Survivor Series où le mec était à genoux devant l'ambulance en plus, hein, et Shane McMahon lui a carrément balancé la porte dedans, directement dans la face. Ça avait été assez impressionnant. Là, ça m'a fait un peu repenser à ça aussi. Après, bon, voilà, le match il s'oublie. Il y a rien de spécial, même si le choc slam de fin, bien sûr, le choc slam de fin au niveau des cordes est très bon et le choc est assez intense à la fin. Donc cette image-là va rester, mais après, sinon, bon, ça s'oublie quoi. Bon, Bruce, t'es un peu du même avis? Oui, de bout en bout en fait de l'analyse et moi par contre je regrette vraiment la durée parce que honnêtement j'ai beaucoup aimé le match. Matardi, un petit peu comme Renaud l'a dit, je l'ai trouvé très bon et puis Kane c'est vrai qu'à l'époque il aimait bien encaisser les coups. Donc je me dis que ça pouvait durer plus longtemps. Lita est peut-être intervenu trop vite et ouais je pense qu'il voulait pas faire durer trop le match. C'est malheureux parce que j'aurais bien vu le double durer, moi ça m'aurait pas dérangé. Bah, c'était l'époque surtout où ils avaient le droit de prendre des coups assez violents sans se protéger, quoi. Et toi, Vincent, t'en as pensé quoi de tout ça? La même chose que mes deux compères, le finish arrive assez vite. Après, je suis étonné que le match n'ait pas eu plus de temps, puisque c'est un match avec une rivalité qui est restée assez classique, même si c'est pas forcément une grande rivalité. Après, très franchement, c'est pas un match non plus qui va marquer, quoi. Mais ça reste un match plutôt agréable à suivre. Ouais, je pensais que vous alliez plus le défoncer celui-là de match, donc. Après, vu le temps donné aux catcheurs, voilà, quoi. Voilà, après, ils peuvent pas faire de miracle, c'est sûr, mais bon. Puis bon, Kane, Moi, j'ai bien aimé le match, sauf que je trouve que je vois pas d'évolution entre le Kane de 2004 et le Kane de 2015, quoi. T'as l'impression que c'est le même et je trouve que c'est un peu dommage. Ça me gêne un petit peu tout ça. c'est pas faux. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Mais bon. Bah ça, je crois qu'on l'avait déjà dit. C'est vrai que Kane, depuis plusieurs années, c'est le même. Donc, Non, mais Kane, à partir du moment où il a perdu son masque, de toute façon, déjà. Eh oui, c'est chaud. Parce qu'avant, Voilà. oui, il envoyait beaucoup. Ça y est pas à dire. Mais il a beaucoup perdu à tous les niveaux. Il a reperdu, il a retrouvé. Mais là, Enfin, le problème de Kane, c'est que d'un côté, il est crédible quand on est face à quelqu'un. Et d'un côté, aujourd'hui, il a plus aucune crédibilité. C'est un peu paradoxal parce que il perd contre n'importe qui et il gagne contre n'importe qui. Donc c'est un peu bizarre. après, la pire période de Kane, c'est comme en 2008 avec sa rivalité contre Mysterio. Oui, c'est vrai. Sinon, il y a Jason Kendricks toujours qui réagit. Il trouve que la storyline était bien sympa, lui, par contre. Quoique c'était pas crédible. Mais ce match l'a pas intéressé des masses. La seule chose qu'il en retient, c'est le chokeslam de Kane, comme nous a dit Renaud. Sinon, le reste, il a pas trouvé ça terrible, quoi. Bon, donc, je pense qu'il n'y a pas grand chose à rajouter, hein, là-dessus. On peut avancer. Je pense qu'on peut avancer, ouais. Donc après, il y a eu un petit segment en coulisses avec une interview de Randy Orton qui est coupé par John Cena. Je trouvais ça un peu sympa. Quand on voit ce qu'ils sont devenus là 10 ans après,
Ils ont, que je dise pas de conneries, ils ont 26 titres de champion du monde à eux deux en 10 ans. C'est ça, C'est Renaud? ça. Ouais, c'est 15 ça. pour un, 11 pour Ah l'autre. ouais. Donc je trouvais ça sympa, un petit, 12 pour Todd. Ah, c'est 12, bah ça fait 27 titres alors. Donc 27 titres de champion du monde à eux deux en 10 ans, enfin en 11 ans. Je pense que c'est vraiment, enfin à cette époque-là, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui misait sur le fait qu'ils aient autant de titres 11 Ouais, ans après. complètement. Ouais, Et surtout complètement. John Cena, je crois. Hein, donc, Surtout Ouais. John Cena. Surtout Ouais, John Cena. Bah, d'ailleurs, bonne transition, Bruce T, puisqu'on va parler maintenant du Booker T contre John Cena. Donc un match qui était assez rapide en 6 minutes 26. C'était un best of 5 series match pour le championnat des États-Unis. Donc c'était au meilleur des 5 matchs. Donc Renaud va commencer à nous en parler parce qu'il va nous faire toute la rivalité, tous les 5 matchs. Donc on va laisser commencer Renaud et puis vous réagirez après. Non, mais déjà, ce qu'on peut dire, c'est que la WWE s'est un peu inspirée de la WCW, parce que en 98, déjà, Booker T, il avait eu une série de matchs en 7 manches contre Chris Benoit, pour déterminer à l'époque qui allait être le challenger au titre TV, qui était détenu par Fit Finlay. Ça avait donné des matchs vraiment de très haut niveau. Hein. Vous imaginez qu'en 98, Booker T et Benoit dans un ring, c'était assez hallucinant, notamment notamment au Great American Bash 98, un match qui a marqué à la WCW. La WWE refera d'ailleurs une série de 7 matchs entre Booker T et Chris Benoit à la fin de l'année 2005 et au début de l'année 2006. Là aussi, ça avait donné des super combats, notamment un au Survivor Series 2005. Là, cette fois, c'était pour le titre des États-Unis qui était en jeu. Donc, en gros, c'est une série de 5 matchs entre John Cena et Booker. Cena était champion, il avait perdu son titre dans un 8-man elimination match à SmackDown. Booker T avait récupéré la ceinture. Et là, il s'affrontait au meilleur des 5 manches. C'est le premier match là au SummerSlam et ça se terminera au pay-per-view No Mercy. Entre temps, ils sont rencontrés dans les weekly. Moi, j'ai trouvé le match plutôt bon, pas un grand match, mais des 5 matchs que j'ai vus entre les deux, je dirais qu'il sort quand même du lot celui-là et peut-être un à SmackDown. Après, celui de No Mercy m'avait assez déçu. Mais les Booker Cena n'ont jamais été des très bons matchs. Hein. Même Booker quand il a affronté Batista aussi. C'est bizarre parce que Booker c'est un catcheur qui arrive à mettre en avant certains catcheurs. Il y a vraiment des matchs où à chaque fois tu peux être sûr que Booker va mettre le gars en avant et ça va être des super matchs. Là contre John Cena c'était vraiment pas le cas. Alors ça pouvait être bon. Là je trouve que ça reste quand même bon. C'est pas nul. Mais c'est pas non plus excellent. Et puis c'est court, comme tu disais aussi, le temps, c'est vrai que c'est assez court. Donc ce match-là, il est assez oubliable. Peut-être un weekly à SmackDown ou deux qui étaient plutôt bons. Et après, au niveau best of series, moi je peux conseiller le Booker Benoit comparé au Booker Cena, quoi. C'est le jour et la nuit. D'accord. Bah après, peut-être le problème, et c'est un peu ce que dit Kendrick aussi, mais je m'étais fait la même réflexion, c'est que dans ce genre de stipulation, le premier match est toujours moins intéressant. Parce que peu importe qui gagne, c'est loin d'être fini, donc enfin, le plus intéressant, ça reste le dernier match qui est le plus, enfin, où il y a le plus d'enjeux, enfin, selon moi. Oui, Je sais pas ce que t'en non, penses, mais Rossi ou Renaud, mais ouais, voilà. pardon, aussi, mais juste ce que je voulais dire justement, c'est que oui, t'as complètement raison sur le premier match, ça c'est clair et net. Mais justement, le problème sur ces 5 matchs-là, c'est qu'à No Merci, finalement, ça n'a pas été bon. Alors qu'à No Merci, c'est le dernier match. C'est Ah, ça qui a été. on peut pas être parfait. Hein. Non, ouais, c'est sûr. Mais bon, c'est ça qui a été le petit problème du truc, quoi. Voilà. mais moi T'en je penses quoi, pense toi, Bruce? que ouais, le premier match pour moi il est censé donner le temps. Donc déjà si on voit que le temps est assez moyen, forcément après on n'est pas surpris de la faire. Et puis le John Cena de l'époque, voilà, c'est celui qui depuis forcément, voilà, a eu cette réputation des moves très limités et tout, jusqu'à il y a encore très peu de temps mine de rien. Donc c'est ça qui lui avait coûté cher un petit peu ce début assez chaotique où on le voyait très très mal aller haut. Donc voilà, c'était vraiment le début du John Cena qui. Il était aussi bloqué par son personnage à l'époque, parce que bon, Ah un oui, parce que rappeur le un peu rappeur, oui, était pas Kaira, pris au je sérieux, dis oui, pas que ça voilà. va aller bien Il loin. faisait rire la foule, c'était bien, mais voilà, après, ça allait pas plus loin, c'est sûr. Ces concepts sérieux et tout, là, ils étaient assez lourds à l'époque. Hein. Et toi, Vincent, t'en as pensé quoi de ce petit combat? La même chose que mes deux camarades, encore une fois, mais après je trouve que c'est un match quand même solide pour Cena, ça fait que 2 ans qu'il est dans le main roster. Je trouve que franchement contre un Booker T, après c'est Booker T, t'as pire comme adversaire, mais je trouve que ça va encore quoi. Et tu peux t'attendre à mieux, voilà, tu peux t'attendre à mieux, mais ça aurait pu être pire, quoi. En gros. Oui c'est sûr. Résumé, voilà. Bah, disons que en 2003, déjà, quand il avait pris sa gimmick de rappeur, Senna, il avait pris en tant que heel.
Et quand il était heel, il avait affronté quand même des gars à un moment donné. En 2003, il affronte quand même Brock Lesnar, il affronte Kurt Angle, il affronte déjà l'Undertaker à ce moment-là. Et ses matchs étaient très bons à ce moment-là aussi, en 2003. Donc même si c'est un nouveau catcheur, on peut s'attendre à mieux en 2004 en tant que champion. Bon là, il est plus champion à ce moment-là, mais même quand il était champion des États-Unis, ses matchs, ils n'étaient pas au niveau de ce qu'on attendait, quoi. C'était assez, c'était un peu une déception, quoi, son premier règne à John Cena en tant que champion. Et par la suite, ça sera un poil mieux. Après, ça va aller mieux. Mais c'est vrai que ils l'ont tourné face parce que ça commençait vraiment à prendre avec les gens. Son personnage a très bien marché au début, son personnage de rappeur, et les gens ont commencé vraiment à l'apprécier. Donc c'est pour ça qu'il a tourné face. C'est la foule qui l'a décidé en fait. Et pour toi, enfin pour vous trois d'ailleurs, hein, son année de transition où qu'il a basculé vers le main event, c'est quoi? C'est 2005-2006? Ouais. Pour moi, c'est clairement 2005. C'est clairement 2005 où ben, c'est sa rivalité contre JBL qui va le monter vraiment et l'asseoir. Et après, il bougera plus, mais c'est les matchs qu'il a fait contre JBL, qui lui avait été monté, on en parlera après, mais qui lui avait été monté par l'Undertaker, JBL. Ça l'a vraiment aidé John Cena, et après, ouais, 2005, clairement, au milieu de l'année 2005 à peu près, enfin, il gagne le titre à WrestleMania 21, donc début 2005, mais bon, c'est son premier titre, et après, tu sens que dans la rivalité, il s'impose vraiment, notamment un soir à Judgment Day, dans un Last Man Standing qui remporte la gueule totalement en sang, une guerre énorme avec JBL ce soir-là. Il est rentré, voilà, il s'est installé clairement au top, quoi. De toute façon, Un peu comme Orton s'est installé face à Mick Foley ou Orton à Backlash 2004. Il était pas au top à ce moment-là. C'était pas un match pour le titre, il n'y a pas de défense de titre. Mais face à Mick Foley, Orton, on a senti qu'on s'est dit bon, d'accord, ok. Là, ok, Orton, plus tard, ça va être un grand. Voilà, il en a imposé dans ce match-là. Et ben, John Cena, ça a été un peu ça. Contre JBL à Judgment Day, quand il est sorti vainqueur de ce match, qu'il a conservé sa ceinture de champion du monde dans un last man standing dans ce match-là, on s'est dit, ah ouais, ok, bon, John Cena, là, maintenant, c'est bon, lui aussi, il commence aussi à J'ai s'imposer. l'impression qu'ils ont un peu un destin croisé tous les deux. On fait Ouais, un complètement. petit peu de longueur parce que mine de rien, comme je disais tout à l'heure, on a un petit focus maintenant avec 11 ans d'avance, quoi, on va dire. On a pris 11 ans dans les dents. Et j'ai l'impression quand même qu'à la base, la WWE misait vachement sur Orton et Cena, c'est la surprise. Et finalement, aujourd'hui, Cena est largement au-dessus d'Orton au final, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le vois comme ça. après Orton il a un peu aussi fait le con hein, entre Ouais, c'est ce que j'allais dire. Oui, il lui est ses deux arrivé. suspensions. Puis Bien maintenant, sûr. il y a pas mal aussi de vacances ces derniers temps. Donc, mais pour revenir sur ce que disait Renaud, en 2006, il était déjà dans le main event avec sa rivalité contre Edge et Kali, quoi. Donc ouais, c'est 2005. Ah oui, D'accord. dès le tout début de 2006, il était déjà en haut, donc ce qui veut dire, non, rien à dire, Renaud a tout dit. Comme d'habitude. Oumar Punk, like that. Donc on va passer au match suivant, qui est un match pour le titre intercontinental avec Edge, Chris Jericho et un intrus qui s'appelle Batista, qui est un acteur, vous savez, qui joue dans James Bond aujourd'hui. Donc le match a pas duré hyper longtemps pour un triple threat, il est 8 minutes 26, surtout avec ces trois mecs-là qui sont quand même des gens, à mon avis, trois futurs Hall of Famer, enfin deux futurs et Edge qui est déjà Hall of Famer. Donc moi j'étais un peu déçu de la durée, je dois vous le dire. Donc voilà, vous me dites ce que vous en pensez. Hein, Vincent par exemple. Bah, comme toi, déçu de la durée, mais aussi déçu de la qualité du match, parce que même si Batista il est au début de sa carrière, je trouve que franchement il y avait mieux à faire, quoi, avec les trois mecs là. Surtout Edge et Jericho qui doivent bien se connaître, je trouve que c'est vachement décevant, quoi. Oui c'est vrai. Après moi Batista on dirait un peu le Titus O'Neil d'aujourd'hui quoi. Mais ils sont potes, peut-être pour ça, hein. Ah non mais franchement à un moment il prend un close line, enfin pas un close line pardon, mais un saut chassé de Edge qui est censé l'envoyer en dehors du ring. Je sais pas si vous vous rappelez. Oui, et après, Ouais, il doit bien insister sûr. pour le mettre dehors, ouais, c'est. Ah ouais, non, mais Bien sûr, bien c'est sûr. interdit du selling comme ça. Souvent, Renault, tu bâches le selling de Hmm. Cena, mais là, Hmm. Cena, il peut lui donner des cours. Ouais, Je sais pas ce complètement. que t'en penses, mais... Ouais, non, mais c'est une véritable déception, quoi. C'est une vraie déception déjà à Batista, mais pas que lui, le match. Je veux dire, il y a Edge et Jericho. C'est vraiment dommage, un triple threat match comme ça. En plus, Batista, à ce moment-là, sincèrement, il commençait aussi à sortir, il était dans l'évolution et on lui donnait des matchs assez intéressants. Là, c'est une vraie déception. Bruce Lee parlera du public après, donc je laisserai parler par rapport à la foule.
Mais même Edge et Jericho, quoi, tu sens qu'il n'y a pas de fil conducteur. Les mecs enchaînent des prises comme ça. C'est pas vraiment, c'est un peu, tiens, un peu toi, un peu moi, mais il y a pas de fil conducteur, il n'y a pas de storytelling, il n'y a rien. C'est vraiment décevant. Edge et Jericho aussi, en 1 contre 1, ils ont jamais vraiment fait de très 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 grands matchs, hein, malgré la qualité des 2 carrières qu'ils ont eues. Les mecs, ils sont vraiment excellents dans un ring. En 1 contre 1, quand ils sont affrontés, ouais, peut-être à WrestleMania 26, ça reste un bon match. Et à SmackDown en 2009 aussi, ils s'étaient croisés, mais il n'y a pas de match marquant entre Edge et Jericho en 1 contre 1, ce qui est assez étonnant, hein, vu la carrière des deux. Mais c'est vrai que là, ce triple threat match là, c'est vraiment une vraie déception au vu de l'affiche, quoi. Oui, on pouvait s'attendre à mieux, hein, Bro Steve. Ben ouais, de toute façon, la déception, je dirais, elle est assez générale, et à tous les niveaux. C'est vrai que Batista, c'est un vrai poids mort dans le match. C'est vraiment le gars, voilà, bon d'accord pour Powerhouse, compagnie, mais il parasite pas mal le match, et c'est vrai qu'il n'y a aucun fil conducteur, il n'y a aucune construction. Je sais même pas s'il y a un script au départ. La durée, c'est pathétique. Enfin non, voilà, moi j'attendais énormément de ce match, et puis ça donne rien du tout, quoi. Et puis forcément l'attitude du public aussi est mauvaise, quoi, parce que Edge c'est quand même un petit peu le local de l'étape. On sait quel retour il va faire en 2006 à Unforgiven, je crois. Et que là, bon, il se fait quand même huer, et que c'est Chris Jericho qui se fait acclamer. Bon, d'accord, c'est sûr que Chris Jericho, où il était beaucoup plus haut à l'époque, ça c'est très net. Mais quand même, là, je suis déçu à tous les niveaux, jusqu'au public, ouais. Ben moi, en fait, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ce match il manque d'impact. T'as l'impression que les prises, elles sont pas portées. C'est un peu trop safe pour moi, surtout pour cette époque-là, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, Ouais, Vincent. Après, c'est un peu un spot fest, quoi. Donc, tu portes les prises, tu passes à la suite. C'est un peu ça aussi le problème, quoi. Il n'y a pas de psychologie. Après, c'est un match à 3 qui a pas, où il n'y a pas beaucoup de temps, mais c'est vrai que c'est vraiment dommage, quoi. Donc Hendrick, lui, il pense que c'est un très bon match. Il a bien aimé le fait que Batista puisse faire contrepoids avec son style et son physique très différents des deux autres. bon, Donc il est pas tout à fait d'accord avec nous, on va dire. Après, hein, les goûts et les couleurs. ouais, ouais, après, ouais. Moi, je trouve que, par exemple, le Spear de Edge nous en a fait des 10 fois mieux, quoi. Ouais. Il est très bien vendu par Chris Jericho, mais il a pas d'impact. Bon, à part le continuer à le bâcher, on peut passer à autre chose, peut-être. Ouais, On je va pense. arrêter de le bâcher, le pauvre Batista, parce qu'en gros, je pense que ça vient de lui, le problème. Enfin, voilà. Donc, on va passer au match suivant, qui est l'une des plus grosses affiches de la soirée, entre Eddie Guerrero et Kurt Angle, accompagné de Luther Reigns. Renaud nous en dira peut-être un petit mot, parce que moi, j'avais aucun souvenir de ce mec-là. Ouais, il y aura Donc, le pas grand match a chose à duré, dire. Excuse. mais le match a duré 13 minutes 37. Et donc c'est Kurt Angle qui l'emporte sur Eddie Guerrero après plusieurs ankle lock. Donc Vincent, tu vas commencer un petit peu à nous dire ton ressenti. Magnifique match, magnifique. Le travail sur la jambe d'Eddie Guerrero par Kurt Angle est parfait. Euh, J'ai envie de dire c'est peut-être l'une des meilleures rivalités d'Eddie Guerrero à la 2-2. Mais en même temps, je me demande s'il y en a plus des mauvaises, quoi. Parce que contre Kurt Angle, contre JBL, contre Benoît, enfin, il y en a plein, quoi. Enfin, c'est un peu le problème qu'Eddie, si on peut dire que c'est un problème. Après, peut-être on peut reprocher le fait que vers la fin du match, Eddie Guerrero se relève un peu. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il porte son faux splash alors qu'il vient de se prendre je ne sais pas combien de minutes de coups sur sa jambe, mais du coup il marche un peu facilement. Après, c'est peut-être le seul défaut du match, quoi. Moi, pour moi, il y a pas beaucoup de défauts non plus. Hein. Renaud, t'en penses quoi? Ouais, pour moi, c'est quand même clairement en dessous de ce qu'ils ont proposé à WrestleMania 20, qui avait été un match vraiment excellent de bout en bout. Je trouve là, c'est un très bon match aussi, bien sûr, qu'il faut voir, qu'il faut regarder. Mais ça joue peut-être un peu trop sur cette histoire de bottes et de cheville de Eddie. Alors c'est bien qu'il y ait du storytelling, mais là c'est peut-être un peu trop. Mais pourquoi? Parce qu'à WrestleMania 20, Eddie l'avait eu comme ça en fait. Il avait réussi à griller Kurt Angle comme ça, parce que Kurt Angle lui portait le ankle lock et pensait le soumettre à ce moment-là. Et Eddie avait déjà défait ses lacets à ce moment-là, et Angle s'était retrouvé avec la botte d'Eddie dans les mains. Eddie en avait profité pour lui porter un small package et remporter le match à WrestleMania 20. Donc là, on retourne un peu sur cette histoire. D'ailleurs, la rivalité revient d'un coup comme ça, de nulle part, entre ces deux-là, puisque Eddie avait perdu la ceinture contre John Bradshaw Layfield au Great American Bash.
Donc il était plus champion et c'est vrai que cette rivalité elle ressort un peu comme ça. On ressort un peu ce match de WrestleMania 20 et cette fin avec la botte qui avait été enlevée. Alors le match reste très bon, oui, mais ouais, moi je trouve qu'on insiste un peu trop peut-être sur cette botte. Bon, cette fois c'est Kurt Angle qui prend soin de la défaire avant pour pas se faire griller. Mais ouais, enfin ça reste un très bon match, mais je pense qu'Angle et Edgy, s'il faut en voir qu'un, c'est celui de WrestleMania 20 et pas parce que c'est WrestleMania que je dis ça. Hein. C'est vraiment pour la qualité du match qui est excellente à WrestleMania 20. Après, ou pour Luther Reigns, vite fait, deux, trois mots, et franchement, c'est très, très, très oubliable. Là, il accompagnait Kurt Angle parce qu'on lui proposait rien. Il était souvent en Velocity. Je me rappelle qu'il avait aussi affronté Charlie Haas, vite fait. Il avait été dans le Royal Rumble 2005 et ça avait rien donné. Donc, c'est vraiment, ouais, on peut pas trop en parler tellement il a rien fait, quoi. D'accord. Donc Kendrick, lui, nous dit que c'est le match de la soirée, c'est tout ce qu'il aime dans le catch, de l'action, du rythme, de la technique, du divertissement. Il a tout aimé dans ce match. Est-ce que c'est ton avis aussi, Broussier? Ouais, après je m'enflammerai moins que lui parce que c'est vrai que comme l'a dit Renaud, j'ai l'impression d'être ventriloque un peu des fois. Du coup, j'ai peur pour mon cul, Jean-Marc. Non, c'est fou. Oh, pardon. T'as déjà Excusez-moi. un bras dedans. Hein. Oui, je sais, oui. Je me le tape tous les soirs, merci. Jean-Marc. Tu veux essayer, il lui reste un bras gauche. Arrête, Jean-Marc. Il y a que le premier coup qui fait mal, merci. Ah non, non pas ça. Ouais, non, j'ai pas senti passer, non, tout va bien. Mais c'est vrai que j'ai regardé quand même le match en ayant un souvenir bien en tête leur match de WrestleMania. Faut avouer que c'est vrai que comme l'a dit Renaud, la rivalité reposait beaucoup dessus sur le fait que voilà, Eddie était qualifié de tricheur et qu'il pouvait pas gagner sans tricher. Ça a donné un match de grande technicité, ça c'est sûr entre les deux, il n'y a pas photo. Et ensuite c'est vrai que le rythme je l'ai trouvé beaucoup moins élevé. Mais sinon ça allait, mais c'est vrai que c'est appuyé sur le storytelling. Moi ça m'a pas dérangé en revanche. Donc pour moi je ça trouve reste que c'est un peu un diesel ce match. Les premières minutes, c'est quand même beaucoup de grab wrestling, de catch au sol. Moi, je vous avoue que c'est pas ce que j'aime dans le catch, mais bon, mon avis aujourd'hui, on s'en fout. mais mais du coup, ouais, non, moi ça me gêne un petit peu. Le match, j'ai l'impression qu'il démarre au bout de 5 minutes, quoi. Donc du coup, c'est vrai que je suis resté un peu sur ma faim, malheureusement. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, que le match a été un petit peu long à démarrer, mais moi je pense qu'il y avait une histoire à installer qui se sont vraiment tenus à ça, donc ça m'a pas dérangé spécialement. Ouais, pour montrer que Digeo pouvait être à la hauteur de Kurt Angle au niveau du travail au sol, quoi. d'accord. Bon, bah, si ça vous gêne pas, tant mieux. Donc on va passer au match suivant, qui là aussi avait un sacré storytelling, en tout cas avant le match. C'est le Eugene contre Triple H. Donc bah, je vais tout de suite dire ce que Jason Kendricks en a pensé, comme ça vous allez pouvoir réagir sur ce qu'il dit. Donc bon, déjà le match, lui, a duré 14 minutes, c'est quand même assez énorme pour Eugene. Jason Kendrick, quand il a vu ce match sur la carte, il s'est dit putain, quelle année ça va être. Et au final, c'est une agréable surprise. Le meilleur match de Eugene à la WWE, pour lui en tout cas. Quand je vois ce match, je me dis que il aurait pu faire une plus grande chose si la fédération lui en avait donné la permission. Et moi, je rajoute s'il avait eu une gimmick autre qu'un attardé mental, malheureusement. Donc, Bruce commence un petit peu. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Moi je vais peut-être être sévère ou assez exagéré, mais je dirais que ce match un peu avant-coureur déjà annonce déjà un peu la fin d'évolution dans le sens où Triple H ça m'a quand même un peu gêné de le voir contre Eugene et surtout avec une telle durée c'est sûr. Après c'est avec le match étonnamment il est correct mais c'est vrai que quand même Triple H quand on sait ce qu'il était vraiment à ce moment-là déjà c'est assez incroyable de le voir autant en difficulté. Après je trouve que le match était pas mal, il y avait quand même les différents moves du Rock et de Steve Austin qui étaient utilisés par Eugene, c'était sympa et le pedigree aussi, oui. Donc voilà, mais c'est vrai que pour Triple H, j'étais quand même un peu gêné parce que du coup, il faisait rien du match, sauf à un moment, mais je crois que Renaud va mieux en parler que moi. Où il balance méchamment, hein, Eugene quand même contre l'escalier. Mais Ah, qui sinon, lui ouais, ouvre le c'était bras, correct. Ouais. Voilà. Exact, ouais. Ouais, donc Renaud, il t'a envoyé la patate chaude, à toi de te démerder avec. Ouais, ben ouais, mais juste
je veux juste revenir sur le fait de pourquoi Triple H affronte Eugene, parce que c'est vrai qu'avoir comme ça sur la carte, Ah si oui. t'as pas suivi l'année, ou si tu reçois le DVD, puis tu retournes la jaquette et tu regardes les matchs derrière, tu vois marquer Triple H contre Eugene, tu dis mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi? En plus c'est SummerSlam, on n'est pas non plus dans un petit pay-per-view, c'est juste dingue, mais en fait il y a une histoire énorme, et c'est la plus grosse histoire en fait de ce pay-per-view là, hein, même par rapport au Orton Benoit d'après, qui a quasiment rien comme story. Là, c'est vraiment la grosse histoire du SummerSlam. En fait, Triple H a profité d'Eugene. Parce que, en gros, le Rock avait demandé à Eugene c'était qui son catcheur préféré dans un Raw. Et le Rock était persuadé qu'Eugene allait dire, bah, c'est toi. Sauf que Eugene a dit, c'est Triple H, mon catcheur préféré. À partir de là, Triple H s'en est servi, a fait venir Eugene dans l'évolution. En plus, Triple H sentait que Randy Orton ne travaillait plus trop pour lui. Enfin, il était toujours dans l'évolution, mais il commençait un peu à remettre en question son autorité. Donc, il a pris Eugene, qui était un personnage d'attardé mental, et il a commencé à profiter de lui, à lui offrir des glaces, à lui offrir un t-shirt de l'évolution, enfin voilà, lui dire moi je t'aime bien et tout, pour pouvoir choper le titre de Chris Benoit à Vengeance. Il avait dit à Eugene, tu m'aideras, tu fileras un coup dans la tête à Chris Benoit, un coup de chaise. Finalement, c'était Triple H qui s'était reçu le coup de chaise parce que Benoit avait esquivé. Donc Eugene avait foutu un coup de chaise dans la tête à Triple H. De là, c'était parti. Renaud, je te coupe, mais je crois que c'est pas vraiment une esquive. Hein. C'est en fait Eugene se fait arracher la chaise Ah oui, des mains par Benoît et ça part dans la tronche Ouais, voilà, c'est ça. à Triple H. Voilà. Donc continue ton histoire, Donc mais ouais, je voilà, suis là, c'est je ça. te surveille. Oui, voilà. Et donc le lendemain à Raw, Triple H l'a passé à tabac complètement, et à partir de là, la feud est partie. Donc voilà pourquoi Triple H affronte Eugene au SummerSlam, fallait quand même le préciser. Après, ouais, moi je rejoins totalement Jason Kendrick, c'est clairement le plus grand combat d'Eugene à la WWE, déjà parce que c'est SummerSlam, parce qu'en face c'est juste une légende vivante, c'est Triple H qui l'affronte. Voilà, c'est un match avec un temps, il y a beaucoup de temps pour un match de Eugene, parce que d'habitude il faisait pas des matchs de 14 minutes. Et c'est vrai que son personnage il fait bien quoi. Après c'est un personnage, moi j'accrochais pas du tout, hein, mais c'est un personnage, je trouve que le mec était bon dans son rôle. Et c'est vrai que Eugene était fan de beaucoup de catcheurs, donc il intégrait des prises du Rock, de Hogan, de Stone Cold Steve Austin. Il a fait le pedigree de Triple H aussi. Donc ça c'était pas mal. Donc au final le match est plutôt agréable à suivre, donc c'est plutôt pas mal. T'es d'accord, Vincent? Oui, je suis d'accord, c'est vraiment un match entre guillemets surprise, mais après je trouve même ça énorme que Triple H passe du titre mondial à WrestleMania à Eugene à SummerSlam, quoi. C'est un peu comme si Seth Rollins passait cette année du titre à WrestleMania et il affronte Adam Rose à SummerSlam, quoi. Ouais, mais c'est le temps d'un pay-per-view, hein. Le pay-per-view d'après, Triple H il devient champion du monde, hein. Oui, mais bon, après ça reste quand même SummerSlam, quoi. Bah Je veux c'est dire, tombé c'est pas No Way Out ou Battleground, quoi. Bon, moi je trouve pas ça gênant. Moi Enfin, non je veux plus. dire, Non, c'est pas tout le gênant. monde est, tous les gros bonnets ils sont bookés, autant avoir une grosse histoire. Bon, bah voilà, c'est contre Eugene, ça Ouais, aurait en pu être plus contre voilà, il y avait n'importe une grosse qui d'autre. histoire, c'est ça, exactement. Après, ce qui est agréable, c'est que c'est un match différent, quoi. Le personnage de Eugene, c'est un peu un personnage comique. Il n'y a pas trop eu ça depuis le début de la soirée, donc ça, c'est pas mal, ouais. Est-ce que du coup, il y a pas moyen d'avoir des regrets justement sur l'utilisation, puisque vous avez l'air assez convaincu par le match de Eugene, donc est-ce on pourrait pas se dire avec un autre perso, avec une autre gimmick, il aurait pu être beaucoup mieux utilisé, beaucoup plus haut dans la carte et dans sa carrière, quoi. Ouais, bon, après, les personnages comme ça, un peu comiques, généralement, la duo a tendance à les mettre dans des segments un peu foireux, quoi. Généralement, les personnages comiques à deux, c'est pas très bien utilisé. Il y a qu'à regarder récemment les Brodus Clay, Adam Rose. Oui, Santino. Ouais, mais Bah, là, Santino, il a quand même un bon. Ouais, Santino, ça va, ouais. là, Rubenito te parlait si jamais le personnage était changé, hein. Si c'était un genre de, je sais pas moi, de Daniel Bryan, quoi, on va dire, il est barbu, il a les cheveux longs. Enfin, j'exagère un petit peu, je rigole, non mais avec une gimmick de mec normal, est-ce qu'il aurait pas eu une meilleure carrière selon vous? Bah, je pense que la meilleure preuve, c'est que Eugene, plus tard, il était coach à NXT. Bon, là, il l'est plus, mais s'il a été coach à NXT, c'est que la 2 pense qu'il faisait du bon travail, quoi. Mais après, Moi, je il a pense pas que toujours. ça soit le plus facile. Excuse-moi, Bruce, je pense pas que ce soit le plus facile de faire du comedy wrestling. Hein. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Non, c'est clair. Mais c'est pour ça, à mon avis, ouais, qu'il avait ce talent-là et que du coup, ça lui plaisait, je pense, parce que beaucoup plus récemment, Arica King, il jouait aussi un personnage comique, donc il aime beaucoup ça naturellement, lui, en fait. Donc. Après, le comedy wrestling, ça marche pas dans les deux sens. Hein. Moi, j'avais vu The Shield à Marseille, qui avait tenté de faire un comedy match dans un house show. Franchement, c'était ridicule. Quoi. Ah, Ça mais venait juste faut après avoir, de la vidéo.
ça venait juste après de la vidéo qui avait tourné sur le net quand Roman Reigns se casse la gueule en montant sur le ring. Donc ils avaient essayé d'en jouer et tout, mais franchement c'était vraiment ridicule et pathétique. Ouais, mais ça c'est vraiment Donc voilà, le atypique, je comedy dirais. wrestling, Si t'es pas fait pour ça, t'y arrives pas. Hein. C'est sûr. après ils sont faits pour autre chose et ils sont très bien dans autre chose, le Shield. Après, Donc, voilà. juste pour ajouter Oui. un truc, après, tout le monde peut pas être Triple H, Stone Cold aussi nos oreilles dans le sens où tout le monde peut pas être le prochain visage de eux ou champion poids lourd. Donc après, si tu peux trouver un moyen de marquer les fans comme a pu faire Dusty Rhodes ou Coco Beware, en n'étant pas Oui. forcément main Comme eventer. récemment Damien Sandow, Ouais, ce voilà. genre de personnage-là, tu veux dire. Après, ça reste un moyen de faire tes preuves dans le métier et de te faire ta place, quoi. Mais si... D'avoir ces 5-6 minutes à la télé chaque semaine. Et, Voilà. et sinon, juste pour revenir, quand même, c'était déjà énorme. Hein. Il a eu une interaction avec The Rock au début, ensuite donc toute une rivalité avec Triple H. Il y avait même Ric Flair, tout ça, donc quand même, pour Ouais. lui, c'était son main event. Hein. Et il était considéré, enfin, soi-disant, c'était le neveu de Eric Bischoff. Oui, non, mais je pense que dans son personnage-là, c'est déjà énorme qu'il ait fait ce match-là à SummerSlam. Ouais, totalement. Bon, je pense qu'on en a assez dit sur Eugene, le cousin de Bruce T. Donc on va passer à mon cousin à moi, l'Undertaker, contre JBL. Un match qui a eu une bonne petite durée quand même, qui est 17 minutes 37, un match pour le titre WWE. JBL était accompagné de Orlando Jordan et donc il a battu The Undertaker ce soir-là par disqualification. Qu'est-ce que t'en as pensé, Vincent, toi, de ce match? Alors déjà, j'avais totalement oublié que JBL avait été associé à Orlando Jordan. Je me souvenais qu'il avait eu Gillian Hall comme secrétaire ou un truc du genre. Mais alors Orlando Jordan, pas du tout. J'avais complètement zappé. Alors après le match, je trouve que le match est pas mauvais, mais je trouve qu'à la fin est complètement ridicule. Parce que, enfin, c'est pas la première fois qu'on voit ce genre de finish avec une prise sur le toit d'une voiture. Mais je trouve que, enfin, le toit de la voiture, enfin, ça fait un peu papier mâché, quoi. Du coup, je trouve que ça décrédibilise tout le match, quoi. Ah oui, en effet, c'est l'après-match. Mais bon, c'est pour faire ressortir Undertaker fort, vu qu'il s'est fait piéger avec cette disqualification. Donc, du coup, le match, ouais, là aussi, il est bon. Déjà, Renaud avait indiqué tout à l'heure que JBL a été monté avec cette rivalité avec l'Undertaker. On le voit quand même avec un match avec une belle durée. Il tient bien. Donc ouais, non, c'est intéressant quand même. C'est assez physique, bien sûr, bien dans leur style. Donc il n'y a pas trop d'intervention d'Orlando Jordan. Donc non, ça va honnêtement. Moi, ça me plaît ce match. Et puis c'est vrai que ça fait une rivalité, un run assez sérieux, mine de rien, de champion ouais, pour JBL. Donc ça lui donne une certaine crédibilité, même si après, ouais, c'est vrai que comme le dit Vincent, c'est assez ridicule, bien sûr, la limousine. Donc Renaud va nous faire le backup de ce match-là. Ouais, bon déjà je vous rejoins vraiment à peu près sur tout ce que vous avez dit. Après oui, la feud de JBL, en fait ce qui s'est passé c'est qu'il était donc dans la IPA et les acolytes avec Farouk et c'était vraiment un catcheur mid-card ou même des fois il ouvrait les shows. Enfin voilà, c'était un catcheur assez solide de milieu de carte on va dire en tag team. Surtout, Et, il buvait beaucoup. Oui, bon, c'est ce que j'allais dire, buveur de bière, fumeur de cigares, joueur de poker, tout ce que j'aime. Et il avait changé un peu, bon, il avait coupé les cheveux et tout, il était devenu avec un nouveau personnage, le mec qui était parti du Texas pour s'acheter un loft à New York, qui avait réussi avec l'argent, enfin voilà. Donc c'était un nouveau JBL, une sorte de Del Rio de l'époque. Sa rivalité avec Eddie Guerrero déjà l'avait monté puisqu'il était devenu champion du monde au Great American Bash. Il avait déjà affronté aussi Eddie à Judgment Day dans un match terrible où Eddie Guerrero avait pissé le sang, mais un truc de fou où il avait fallu lui poser une intraveineuse et lui foutre du sang dans le corps parce qu'il en avait tellement perdu que c'était devenu limite un cadavre à ce moment-là. C'est un peu morbide de dire ça aujourd'hui d'Eddie Guerrero, mais c'était le cas. Donc JBL déjà quand il avait affronté Eddie Guerrero, il était devenu assez intéressant. Puis quand il est devenu champion du monde, il avait fallu le confirmer derrière. Et c'était le rôle de l'Undertaker. L'Undertaker a confirmé JBL au top puisque l'Undertaker était le catcheur numéro 1 de SmackDown. Il était là depuis 2002-2003. Il n'avait jamais été drafté. Donc c'était vraiment la tête d'affiche de SmackDown du côté du show bleu. Et JBL en devenant champion du monde, il affronte Undertaker et c'est là qu'il se positionne, c'est là qu'il se confirme. L'Undertaker a confirmé JBL en tant que vrai champion et ça a été le champion le plus long de l'histoire de SmackDown.
John Bradshaw Layfield. Comme Triple H a confirmé Batista d'ailleurs un an après. Alors ça a été plus facile pour Batista parce que Batista était face, donc il gagnait Triple H clean. Donc c'est plus facile pour un face de s'installer, mais JBL tout de même, même si, par exemple, cette fin-là au SummerSlam, on peut dire qu'elle décrédibilise, mais en fait non, puisque la rivalité va continuer. Il affrontera aussi Undertaker dans un Last Ride match, ça sera le premier de l'histoire, à No Mercy 2004, et il conservera son titre. Last Ride match, c'est comme le match de l'ambulance, sauf que c'est le corbillard en fait, la voiture, et puis il faut foutre le catcheur dedans. Donc ouais, je dirais que l'Undertaker a vraiment aidé JBL dans sa carrière à ce moment-là, pour débuter sa carrière solo, enfin surtout pour débuter son règne en solo de champion du monde. Et c'est peut-être leur meilleur match en 1 contre 1 qu'ils aient fait, parce que c'est pas non plus des très 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 grands matchs, c'est de poids lourds aussi. Et je pense que là, ce soir-là à SummerSlam, c'est sans doute l'un des meilleurs matchs qu'ils aient fait, si ce n'est le meilleur match en 1 contre 1 entre JBL et Taker. En tout cas, c'est pas l'avis de Jason Kendrick qui lui a trouvé ce match très ennuyeux. Et il trouvait que c'était du même acabit que les matchs qu'on voyait de championnat du monde à SmackDown à l'époque. Pas grand chose, et puis manque d'ambiance comme Bruce Lee avait signalé tout à l'heure. Moi, oui, là c'est terrible. Attends, juste un petit détail. Terrible, le public fait la hola quand même pendant le match. Là c'est la sieste et tout. Et moi, par rapport à ce que tu disais, Renaud, justement, l'Undertaker a pas une réputation de mec qui aime bien faire monter, comme tu dis, dans les main events d'autres catcheurs. Donc c'est vrai, enfin c'est pas la réputation qu'il a, quoi. Ouais, mais à ce moment, non, mais t'as raison. Mais à ce moment-là, la période 2004, 2005 et peut-être un peu 2006, c'était un peu le rôle qu'il avait, tu vois. C'était un peu son rôle à lui. Puisqu'en 2005, il va énormément aider Randy Orton. On va revenir après sur Randy Orton, mais qui a eu un gros souci finalement derrière son règne. Donc en 2005 aussi, il va crédibiliser Orton aussi du côté de SmackDown avec une grosse feud. Et je fais le parallèle avec JBL parce que Randy Orton derrière son règne, il a eu un gros souci et c'est encore l'Undertaker qui l'a mis en avant. C'était un peu son rôle. C'est un catcheur qui est déjà, voilà, 2004-2005, la carrière d'Undertaker, c'était déjà une légende, donc il était plus déjà la quarantaine bien tassée, quoi. Ouais, exactement. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Même à cette période-là, je me suis dit, s'il faut, il ne retouchera plus jamais au titre. Comme Shawn Michaels. Shawn Michaels aussi, qui était redevenu champion du monde au Survivor 2002, avait reperdu la ceinture un mois après à Armageddon, et depuis, après, il avait vraiment plus touché au titre. Je me suis dit, Taker, s'il faut, ça fera pareil. Bon, finalement, il avait repris à WrestleMania 23 en 2007. Mais voilà, c'est une période un peu de transition pour le Taker où il aide en fait les gars à s'imposer. Pour moi, 2004-2005, Taker, il est peut-être pas dans les main events, quoique là, il est challenger quand même de la ceinture de champion du monde, mais voilà, il aide en tout cas la nouvelle génération à s'imposer. Ouais, Vince. Vincent, tu voulais demander quelque chose, je crois. Ouais, je me souviens qu'à One Night 2005, il y a Paul Heyman qui lance une pique à JBL en lui disant t'as le record du plus long règne de champion poids lourd parce que Triple H voulait pas travailler les mardis, c'est-à-dire le soir où il enregistrait SmackDown. Est-ce que tu es d'accord avec ça que Triple H a été champion poids lourd aussi longtemps parce que fallait mettre il y a pas vraiment de gros noms à SmackDown et on a mis le titre sur JBL parce qu'on voulait le pusher à ce moment-là, puis finalement le titre lui a été entre ses mains un peu trop longtemps. Ouais, ça a été un vrai souci ça du côté de SmackDown à ce moment-là, parce que après sa feud contre l'Undertaker, on savait plus trop quoi faire de JBL, même s'il était champion du monde, mais justement voilà, on savait pas trop quoi faire. On lui a filé Booker T. Et tu sentais que Booker T c'était un peu le Kane numéro 2, quoi. C'était un peu le gars qu'on mettait dans un pay-per-view histoire de passer le pay-per-view et ça s'arrêtait là. Et derrière Booker T, après on l'avait refoutu JBL dans un Fatal 4-Way avec des gars venus. Il y avait Booker T qui était encore dans l'affaire, mais il y avait Eddie et Taker qui étaient revenus dans l'affaire lui aussi. Mais c'était là aussi un Fatal 4-Way venu de nulle part, quoi. C'était, il n'y avait pas grand chose. Et puis après on l'avait mis dans un Triple Threat aussi cette fois avec Kurt Angle et le Big Show. Donc ouais, enfin Heyman il va peut-être un peu fort, mais dans le fond. Il s'en sortait à chaque fois finalement. Ouais, il s'en sortait à chaque fois. Après bon, c'était vraiment le gros heel. Ils avaient vraiment tout fait pour que le JBL soit le gros heel de SmackDown, et c'est vrai qu'ils s'en sortaient toujours un peu. Mais c'est vrai que ces rivalités, c'était pas vraiment, à part celle contre Taker là, en 1 contre 1. Derrière, il a pas eu de rivalité vraiment très approfondie jusqu'à ce que Cena débarque en 2005. Et c'est vrai que, ouais, je trouve que Heyman a raison, même s'il y va un peu fort, mais dans le fond, c'est pas faux. Et donc, là aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul titre. Est-ce que ça vous manque le fait qu'il n'y ait pas 2 ceintures suprêmes à la WWE? Personnellement, pas spécialement.
parce que je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'un titre pour faire une bonne rivalité. Après, le problème, c'est que malheureusement, le titre, parfois, c'est une bonne excuse pour faire une rivalité pour du 2, quoi. Oui, ça a toujours été un petit peu comme ça, hein. Il y a besoin d'un titre. Enfin, on voit les feuds de mid-card, elles sont quand même pas très poussées s'il n'y a pas un titre en jeu, quoi. Et toi, Renaud, t'en penses quoi de la séparation, enfin, du fait qu'aujourd'hui SmackDown serve plus à grand chose, quoi, finalement, puisque c'est les mêmes matchs, c'est un peu un ressucé d'Euro, Ouais, alors qu'à l'époque c'était vraiment un show à part entière avec des catcheurs propres, etc. ouais, totalement. Bah, c'était beaucoup plus intéressant. Je veux pas faire vieux con, mais parce que je me régale toujours aujourd'hui à regarder des catcheurs très très bons in-ring, hein, et c'est vraiment encore, il y a encore du bon produit. Il faut pas croire que tout ce qui était fait à l'époque était mieux que maintenant, hein. Ça, c'est pas vrai. Il y a vraiment des matchs à l'époque aussi qui étaient pourraves et des très bons matchs aujourd'hui. Mais c'est vrai que bah, tu voulais voir Kurt Angle, t'allais voir SmackDown. Tu voulais voir Triple H, mais t'allais voir Raw. C'était comme ça. Et il y avait deux titres bien séparés. Aujourd'hui, il y en a qu'un titre. Je dis heureusement. Heureusement qu'il y en a qu'un, puisque comme tu dis, SmackDown, c'est un peu un Raw bis en moins important, avec moins de temps et il y a moins de rivalité au micro. Donc ouais, qu'il y ait un seul titre aujourd'hui, ça me dérange pas, c'est bien, je trouve qu'il n'y ait qu'un champion du monde, vu comment c'est booké. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il fallait vraiment différencier. Et d'ailleurs, là encore, en 2004, il y avait même des pay-per-view. Quand c'était pas les pay-per-view du Big Four, c'était des pay-per-view exclusifs. C'est-à-dire que le Great American De Bash, Raw ou de SmackDown. voilà, le Great American Bash, par exemple, appartenait à SmackDown, comme Backlash pouvait appartenir à Raw, quoi. Et Oui, ils on sont... le voit d'ailleurs Ouais. dans la présentation de SummerSlam, puisqu'il y a donc Jim Ross et Lawler qui commentent pour Raw, et les matchs de SmackDown sont commentés par Cole et je sais Et plus, Taz. Taz, oui. et Taz, exactement. Donc oui, c'est vrai qu'ils avaient même leurs commentateurs en pay-per-view propre, ils n'étaient pas une table à 3 ou à 4. Vu Paul l'importance Heyman, il le d'Euro, du gérait coup. en quelle année SmackDown? 2004. Là, on y est, là. Voilà, donc on y est. Donc c'est vraiment une grosse période pour SmackDown. Est-ce que justement, faudrait pas, je sais pas si la WWE aujourd'hui pouvait donner un petit peu comme elle fait à NXT, donner un peu du lustre à SmackDown en mettant je sais pas, des jeunes bookers qui viennent d'arriver, qui ont leurs preuves à faire, qui peut-être pourraient avoir un peu plus de cartes pour gérer SmackDown, ça serait peut-être un peu plus intéressant. Parce que finalement, SmackDown, ça dure 2 heures, il y a 1 heure et demie de combats et qui ont souvent lieu à Raw et une demi-heure de vidéos où on montre ce qui s'est passé à Raw et ce qui va se passer au prochain Raw, quoi. Et ça, c'est un peu gênant aujourd'hui, hein. Je sais pas ce que t'en penses, Vincent, mais c'est un petit peu gênant. Ouais, c'est un petit peu gênant, mais ça va peut-être changer en l'année prochaine, puisque en janvier 2016, SmackDown quitte la chaîne Sci-Fi pour passer sur USA Network, qui est la chaîne qui diffuse Raw aussi. Et du coup, comme ça va être sur la même Et un chaîne, plus gros network, hein, il faut dire, c'est quand même une grosse chaîne aux États-Unis, hein, USA oui, c'est un Network. peu comme si en France, ça passait d'une chaîne de TNT à une des 6 premières chaînes, quoi. Et du coup, peut-être que la 2 va mettre plus, enfin, elle aurait intérêt à faire de SmackDown un plus gros show que ça l'est maintenant. Alors que là, ça sert un petit peu à rien de mettre en avant le show, puisque ça a changé de chaîne dans 6 mois, quoi. Puis le fait que ça soit pas en direct, enfin les fans de catch que nous sommes suivent généralement les résultats avant de voir. Alors à moins qu'on nous prévienne qu'il y a un gros Cesaro, Kevin Owens, et donc du coup on va voir. Du coup, enfin, je pense que le fait que ce soit pas en direct, ça, quoi qu'il arrive, ça perd de son lustre automatiquement, quoi. C'est pas faux, mais en même temps, je me souviens que à l'époque, en 2009 par exemple, ou même 2008, t'avais des matchs intéressants à SmackDown, quoi. Les Jeff Hardy, les Fit Finlay, les Jimmy Warrior. Edge. CM Punk. Ouais, voilà. Edge, Morrison, c'est Mysterio, c'était, oui, c'était Comme t'avais Ziggler. une division du Oui, mais roster en deux, c'est voilà, plus intéressant, quoi. c'était ça l'avantage, c'est que, comme disait Renaud tout à l'heure, si t'avais envie de voir Punk ou Hardy, fallait obligatoirement regarder SmackDown. Tandis qu'aujourd'hui, enfin, même à la fin avant qu'ils arrêtent la séparation des deux brands, t'avais les mecs de SmackDown qui allaient catcher à Raw et les mecs de Raw qui allaient à SmackDown, donc c'était plus exclusif, quoi. Hmm. Ouais, à l'époque, Raw, c'était un peu les stars, et le SmackDown, c'était les mecs qui pouvaient catcher, quoi. Oui, mais il y avait toujours quand même du star power, hein. Les derniers Ouais, bien drafts, sûr. c'était quand même Randy Bah, Orton, le Taker est à SmackDown, je crois, hein, donc, oui, ouais, Randy Orton, Edge, qui sont les derniers drafts de SmackDown, quoi. hmm. Enfin voilà, bon, on va passer justement en parlant de Randy Orton, on va passer au main event qui est le regretté Chris Benoit contre Randy Orton, avec une bonne durée de 20 minutes 08. Donc bon, tout le monde sait que ce soir-là, Randy Orton devient champion du monde pour la première fois et qui est le plus jeune champion du monde de l'histoire. Donc à 24 ans, je crois, et quelques jours, c'est ça, Renaud? C'est ça.
Donc c'est quand même énorme, comme quand je disais tout à l'heure que c'était vraiment des grands projets pour lui qu'avait la WWE. Enfin voilà, c'est quand même un gros match, enfin en tout cas une grosse affiche pour lui. C'était l'occasion de se montrer. Et, est-ce qu'il l'a fait selon toi, Brousti? Est-ce qu'il s'est montré ce soir-là? Bah clairement oui, et puis il a montré quand même une facette que même aujourd'hui on aurait du mal à imaginer quand même, je trouve, c'est-à-dire du très technique quand même. Il s'est beaucoup adapté à Chris Benoit, qui est quand même un maître en la matière, et puis à l'arrivée c'est un match passerelle, ouais, en plus. C'est vraiment le match qui va amener à la fin d'Evolution et enfin de son passage en tout cas à lui à Evolution. Et donc à vraiment l'émancipation qui était attendue par WWE, ça c'est clair, et puis ils ont réussi à bien le monter parce que au moins là il y a eu au moins une ovation parce que on a eu du mal à avoir des ovations dans la soirée. Là il y en a eu quand même, il y a eu beaucoup de respect, donc du coup ouais c'est vrai que moi il m'a bien plu dans ce match, dans un style où on le voit finalement assez peu depuis. Donc pour moi c'est vraiment un match assez rare dans ce style-là, en tout cas pour Orton, et j'ai bien aimé, ouais. Moi, j'avais lu ici ou là qu'il s'était beaucoup entraîné avec Chris Benoit justement pour proposer un match différent de ce qu'il avait l'habitude de faire. Est-ce que ça t'a satisfait, toi, Renaud? Ouais, complètement. Complètement. C'est un match qui était considéré jusqu'en 2007 comme un classique, un petit peu du pay-per-view, de SummerSlam. Il était lui aussi rentré dans l'histoire. Et puis la WWE, avec le drame qui est survenu chez Chris Benoit, la WWE l'a censuré ce match, a censuré tout ce qu'a fait Chris Benoit. Donc elle a un peu le match a un peu disparu des mémoires. Elle a réussi la WWE à faire un peu disparaître ce match, alors que c'est vrai que quand on le voit encore aujourd'hui, c'est vraiment un excellent match. Et puis c'est le Randy Orton qui avait envie, c'est le Randy Orton de l'époque, le jeune Randy Orton. Et c'est vrai qu'après lui, il a eu aussi une phase où tu sentais que il avait plus trop envie. Il avait dit de toute façon. Il y a eu des périodes où Randy Orton, tu sens dans le ring, il est là pour être là, quoi. Mais à cette époque-là, il avait vraiment envie et tu le sens. Et c'est vrai que son travail avec Chris Benoit, il est excellent. Il y a une vraie alchimie entre les deux, alors que il n'y a pas de grosse rivalité derrière. Hein. C'est peut-être une des premières fois qu'ils s'affrontent. Je crois qu'ils s'étaient déjà croisés en tag team du côté de Raw, mais pas plus, quoi. Mais Et sinon, oui, parce Orton, il oui, avait gagné son title shot lors d'une Battle Royale, je crois. ouais, exactement. Et c'est vrai que c'est un vrai bon match. Je trouve que tous les codes du catch sont respectés. C'est le vrai match de catch pur en 1 contre 1, sans stipu, qui passe partout, quoi. Par de la soumission, de l'épreuve de force aussi, de la technique. Il y a aussi un crossbody de Randy Orton de la 3e corde, une prise qu'il pratiquait de 2002 à peu près cette période-là, puis après il avait lâché. Et justement, je voulais revenir aussi sur Randy Orton. On parlait tout à l'heure de JBL, lui, qui a eu son titre et que ça a plus bougé pour lui. Mais là, Orton, justement, ça a été très surprenant parce qu'il a gagné un peu vite le titre et il a perdu très vite. Puisque le mois prochain, c'est le pay-per-view Unforgiven qui arrive après en septembre et il le perd contre Triple H. Triple H qui avait été jaloux que Randy Orton soit le champion de l'évolution, ça c'était pas possible pour lui. Et il lui retire le titre, quoi. Donc c'est Triple H qui gagne. Et je me rappelle qu'à cette époque-là, déjà, il y avait des news qui disaient comme quoi Randy Orton n'était pas prêt autant in-ring. Il était chaud comme la braise et il faisait un bon travail. Autant finalement, ils se sont rendus compte qu'au niveau mental, il pouvait pas représenter la fédération. Alors c'est peut-être aussi une erreur de la WWE d'avoir fait ça très vite. Et c'est vrai que derrière, ça lui ferait un peu mal parce que son prochain titre de champion du monde, ça sera fin 2007. Entre-temps, il y a eu une période assez longue. Alors, où il a affronté Taker, comme je disais, en 2005, et ça lui a quand même fait du bien. C'est vrai que c'était assez intéressant, notamment un match à WrestleMania 21, où il pouvait battre l'Undertaker, où là, il y avait du suspense, parce que son surnom, c'était le Legend Killer. Taker était encore invaincu à ce moment-là. Donc, il y avait une vraie rivalité. Puis après, il avait eu son père qui était venu à ses côtés, le Cowboy Bob Orton. Et il était resté donc en rivalité face au Taker pendant un bon moment. Et puis 2006, il disparaît, quoi. 2006, il disparaît, on le voit plus vraiment. Il perd un match à 2 contre 1 contre Bobby Lashley. Je me rappelle, il avait fait équipe avec Kennedy, puis il s'était fait avoir en 2 contre 1, quoi. C'est contre Bobby Lashley dans un SmackDown. Et il avait remis en équipe avec Edge, et là, ça lui avait fait un bien fou. Il avait dit d'ailleurs en interview, merci à Edge, merci au Booker. Ça m'a fait un bien fou d'être dans l'arrêté d'RKO. Ils avaient été champions par équipe ensemble. Mais c'est vrai que, en fait, en gros, ce match a peut-être fait plus de mal qu'autre chose à Randy Orton au final. Et ça reste un grand moment de sa carrière, mais ça s'est pas passé comme prévu parce qu'à la base, je pense qu'ils voulaient quand même le laisser plus longtemps. Et finalement, ils ont pris la décision très vite de lui retirer la ceinture, un mois plus tard. Est-ce que c'est pas justement le segment du lendemain à Raw qui fait que parce que bon pour ceux qui savent pas, le lendemain à Raw, donc il y a réunion de l'évolution. Batista porte Randy Orton sur ses épaules.
et les pouces en l'air, et là Triple H retourne le pouce vers le bas et il le passe à tabac. En gros, c'est ça, hein, Renaud. Ouais, tout à fait, c'est Et exactement donc ça. du coup, est-ce que justement, c'est pas un peu trop tôt pour briser un champion le lendemain de son titre? Ouais, peut-être aussi. C'est vrai que c'est en pleine célébration. Ouais, je sais pas. Ouais, Après, peut-être aussi. le segment est très bon, hein. Si vous avez l'occasion de le voir, le Ouais, segment il est très bon, hein. ouais, C'est c'est clair. encore mythique aujourd'hui, Ouais. ce segment-là. Voilà. Et enfin, après, avant de te donner la parole, Vincent, je vais te dire ce que Jason Kendricks en pense. Il trouve que c'est un très bon match, qui a du rythme, de la technique. C'est tout ce qu'il aime. Ça permet à Orton de devenir un vrai main eventer. C'est juste dommage qu'il n'était qu'un champion de transition à ce moment-là, comme l'a dit Renaud. Donc Vincent, à toi de donner ton petit point de vue. J'ai pas grand chose à rajouter sur le match puisqu'ils ont un peu tout dit les deux vieux là. Mais après, je sais pas, c'est pas mon match préféré de ce que ce soit de Benoît ou de Orton. Il y en a plein que je préfère que ce soit l'un ou l'autre. Et je voulais ajouter un truc, c'est que alors je sais pas si c'est parce que ces dernières années la WWE fait très attention à tout ce qui est blessure au niveau de la tête et peut-être aussi à cause de la tragédie qui arrive à Chris Benoit. Mais sur les deux spots où Benoit fait un topé suicida sur la barrière et il se cogne la tête de plein fouet, et sur le spot aussi où il saute la troisième corde et il se prend les bottes en pleine tête, je trouve que c'est très difficile à voir ces images parce que à cause de ces trucs-là en fait. Je pense que s'il y avait pas Avec le ce, recul que tu as aujourd'hui, ouais. ouais, je pense qu'à l'époque, si on regarde le match, on pense pas du tout à ça, quoi. Enfin, si on a mal sur le coup pour le catcheur, quoi, mais Oui, mais c'est ça aussi- s'arrête là. ouais, ça s'arrête là. Et aussi sur le fait que c'est Brian qui l'a dit il y a pas longtemps que dans un match où il fait un topé suicida, il se colle la tête sur la barrière, il monte dans le ring, il saute de la troisième corde et quand il a sauté, il fait un message drop kick, je crois. Et quand il a sauté, en fait, il arrive plus du tout à bouger l'épaule et il y en a deux qui décident d'arrêter le match. C'est Triple H qui est aux abords du ring et il arrête le match. Et c'est un peu le début de ses problèmes au cou, quoi. Et du coup, je pense qu'avec le recul, on voit ce genre de truc. On a ce genre de sensation et je pense que à l'époque, on n'a pas ce type d'émotion. Oui, c'est vrai Ouais, que c'est pas... avec le recul, ça fait froid dans le dos parce que tu te dis que ce mec-là, il s'est tellement donné que ça lui a monté à la tête, si on peut dire. Et bon, bah voilà, hein, on sait après ce qui est arrivé. Hein. Mais On ne même, censure pas, nous, hein, mais on sait ce qui est arrivé, c'est non, pas non, la bien peine d'en sûr. parler. Mais même sans la tragédie de Benoît, avec toutes les histoires de commotion que la 2 et même la NFL, ils font très attention à ça maintenant. Je pense aussi ça aussi, hein. Oui, ouais, bah, surtout avec aujourd'hui Daniel Bryan qui nous manque un petit peu quand même. C'est le même style de blessure. On lui a conseillé d'arrêter le diving headbutt, mais et apparemment il veut pas l'arrêter, donc enfin voilà. C'est chose assez aussi dans le coin où il retombe assez durement sur le dos. Le match que tu parles où ça s'est arrêté, c'était contre Randy Orton, c'est ça? Ouais, ouais, je crois. Mais c'est quand Ouais, Triple H et Other Ring, ils arrêtent le ouais, c'est match. ça. Ouais. Sinon aussi, ben, on a le curb stomp de Seth Rollins, hein, qui est où il éclatait la face des gens, il le fait plus aussi. Mais même récemment, il a regardé, Alicia Fox, elle a fait une commotion. Apparemment, ce week-end, il y a Sheamus aussi qui a eu une commotion parce qu'il sera pas au Raw ce soir. Donc, Après, il y a plusieurs prises. Hein. Là, récemment aussi, il y a eu le punt kick de Randy Orton qui a été interdit. Il y a après le plusieurs punking, je prises. pense que c'est plus pour l'image que ça Oui, renvoie, pareil mais que pour le curb stomp, hein, c'est pareil. hmm. Après, tout à l'heure, je parlais du match quand Randy Orton perdra le mois d'après à Unforgiven, il le perd sur un coup de chaise. Bon, et après, il se prend le pédigré, mais le coup de chaise qu'il prend juste avant, c'est monstrueux, quoi. Il se prend un coup de chaise, mais terrible, de la part de Triple H directement dans le crâne. C'est une image assez hallucinante qui est restée aussi dans les mémoires. Mais Triple H savait très bien les donner, les coups de chaise. Hein. Moi, j'ai beaucoup de souvenirs d'énormes coups de chaise de Triple H Ah contre oui, Mick Foley, contre The Michaels. Rock, Michaels, Ric Flair. Enfin, il y a quand même beaucoup Ouais. de coups de chaise. Enfin, moi, d'un côté, j'ai l'impression que Kane est un des mecs qui les reçoit le mieux à cette époque-là, et Triple H est un des mecs qui les donne le mieux. Quoi. Hmm. Enfin voilà, bon, on arrive au bout de cette analyse de SummerSlam 2004. Je vais vous demander vos notes à tous les trois. Donc, Bruce T, alors, combien tu mets à ce SummerSlam? Ouais, je vais mettre un 6. C'est vrai qu'il y a quand même deux parties bien distinctes. On le voit quand même. Il y a bien la toute première moitié avec les matchs qui font moins de 10 minutes, qui sont quand même assez courts et pour la plupart très décevants.
La deuxième partie, en revanche, où c'est entre 14 et 20, elle est quand même beaucoup plus intéressante, avec des matchs surprenants et qui sortent du lot, honnêtement, et qui sont au-dessus, je dirais, des attentes. Donc voilà, 6, parce que malheureusement aussi, il faut compter que le public a été pathétique et que même aux commentaires, ils n'ont pas hésité à les tailler tellement ils étaient mauvais, le public. N'est pas Philadelphie qui veut, hein, Bruce. Ou Toronto plus tard, hein. Ils ont été bons, Toronto, d'autres fois. Renaud, toi, tu mets combien Ouais, je mets 6,5. Je mets 6,5 parce que c'est vrai que les premiers matchs sont beaucoup trop courts. Même si l'opener est très bon. Et je mets 6,5 pour le Orton Benoît aussi en main event. Et pour l'agréable surprise Eugene Triple H qui finalement en fait est très regardable. Donc ouais, 6,5, j'ai passé une bonne soirée. Et toi, Vincent? Comme Renault, 6,5 pour les deux matchs Benoît contre Guerrero, Benoît Orton, pardon, et Guerrero Angle, parce que le reste est moyen, même si ça laisse se regarder, quoi. Que Jason Kendrick en pense. Ce SummerSlam n'est ni bon ni mauvais. On a des jeunes superstars qui font de leur mieux, mais qui n'ont pas encore atteint le zénith. Ils pensent à Edge, Batista, Cena. Des superstars plus anciennes qui nous sortent de très grands matchs, comme Angle versus Guerrero. Deux autres vétérans qui nous sortent un match de merde, JBL Taker. Après, le main event est bon, étant donné que la WWE fait comme s'il n'avait jamais existé à l'heure actuelle. Ça laisse une impression finale très floue. C'est un peu ce que tu disais, Vincent. Et sinon, moi je vais mettre juste une petite remarque dans son Excuse-moi, analyse. Et il a pas noté le Diva Dodgeball? Mais personne ne l'a noté. Hein. Vous voulez qu'on en parle vite? Non, Ah, non, c'est bon. C'est juste pour savoir si c'était pris dans le Juste- 5 ou pas. Juste que c'est drôle de voir ça aujourd'hui quand il y a Diva Revolution, quoi. Oui, c'est vrai que la perspective est un peu bizarre, quoi. T'as l'impression que ce segment, c'est Brooke aussi qui l'a booké, quoi. Non, il c'était voulait pas give Divas a chance à cette époque-là. Voilà. Et Donc Getty, bon, elle, moi, aurait, j'ai mis elle aurait six. dû être plus déshabillée. Par Bon, la note d'euro. Bon, j'ai mis 6 sur 10, un petit peu pour les mêmes raisons que vous. J'ai quelques déceptions, le triple straight et le Cena Booker T pour ma part. Et j'ai quelques bonnes surprises, le match de Eugene, le main event et bien sûr le Angle Guerrero, mais bon, ça c'est pas une surprise, donc je mets un petit 6. Donc la note moyenne, ça nous fait un 6,25. Bon, c'est pas mal, hein, comme c'est pas dans le top 10 des notes des vintage, mais c'est quand même pas mal. Ça se recommande. Ça se recommande. Voilà. Après, vous pouvez zapper quelques matchs du coup avec Voilà, c'est ça. notre analyse très éclairée. Là, on va faire un petit truc. On va noter les awards de la soirée. Donc Brousty, pour toi, le MVP de la soirée. Et donc pour les awards, le MVP de la soirée, bon, c'est Randy Orton quand même, voilà. D'accord. Renaud. Ouais, je vais mettre Orton aussi pour la qualité du match et pour l'accomplissement final. C'est vrai que Randy Orton, ouais, le MVP, ouais. Et toi, Vince. Eugene pour pas que ça soit unanime. C'est bien. C'est l'aurais mis bizarre en parce que révélation toi, de la tu l'as- soirée, Tu l'as Ouais, beaucoup pareil. bâché, je trouve. Mais je le mets en révélation de la soirée. Après, pour vous, le move de la soirée, Vincent, si comme ça doit te venir. Ah bah totalement le topé suicida de Benoît sur la barrière. Ouais. Renaud. Le stunner de Eugene sur Triple H avec la foule Oui. qui se lève d'un coup comme si c'était Ouais, il est Austin pas qui mal. l'avait fait. Il était pas mal, il était pas mal. Et le move pourri, c'est le chokeslam à travers la voiture prédécoupée de Taker sur JBL. D'accord. Et toi, Brousty? Et moi c'est le chokeslam aussi, mais pas le même évidemment, c'est celui de Kane sur Matardi qui était quand même, Ouais. qui a fait ouais. bien se soulever la foule aussi, donc voilà. Vous avez bon goût, vous avez bon goût. Ainsi se termine cette émission Vintage Wrestles SummerSlam 2004 à Toronto. Donc vous pouvez nous suivre bien sûr sur Twitter @WrestlesRadio, sur Facebook Wrestles Radio Parlons Catch. Nous avons aussi bien sûr la page YouTube, mais j'imagine que si vous nous écoutez, c'est que vous êtes déjà abonné. Sinon, c'est pas bien. Sinon, nos partenaires, on a FN Lutte, la page Facebook de Catch Attack, la page Le Monde du Catch sur Facebook aussi, qui diffuse toutes nos interviews. C'est bien sympa d'ailleurs. La page Impact France, la page Lucha Underground France aussi. Et voilà, c'est à peu près tout, je pense, en partenaire. Vous en avez d'autres à rajouter, peut-être? Voxcatch. Voxcatch, bien sûr, mais Voxcatch, évidemment, ils nous soutiennent, c'est le moins qu'on puisse dire, quoi. Ils nous financent. Ils nous ouais, envoient non, des- mais c'est surtout Ils nous financent, ils nous donnent un donut tous les mois. donc, Non, mais c'est surtout qu'il y a quand même Vincent qui écrit sur NJPW actuellement, et puis j'ai écrit aussi sur la dernièrement, donc voilà.
Donc vous avez deux chroniqueurs qui ne savent pas que parler, ils savent aussi écrire. C'est Contrairement à moi. Je relève pas, hein, Renaud. Les prochains rendez-vous seront donc bien sûr la review de SummerSlam 2015 avec un petit saut dans le temps. Ça sera lundi prochain à 22h30. On aura aussi dans les jours qui suivent la review du NXT à Brooklyn avec 13 000 spectateurs enragés qui feront mieux que Toronto à SummerSlam 2004, je pense. Et puis éventuellement, pour la rentrée, on vous prépare quelques surprises, interviews, voilà, des petits trucs sympas. Voilà, donc merci à tous d'avoir participé ce soir. Merci Brousty. Oui, merci beaucoup. À toi, très Merci, bon animateur. Merci Renaud. Merci Rubenito, c'était cool. Bon, ça va, t'as pas fait trop de monologues et tout, c'était cool. Ouais. Et Vincent, merci à toi, merci d'avoir participé. C'est rare de t'avoir. Vincent est d'habitude le gars qui réalise en live, donc si ça bug ces derniers temps, c'est un petit peu à cause de lui. On te jette pas la pierre, hein, c'est tout. Non, mais vous pouvez m'envoyer des lettres de menaces de mort. J'habite à Bordeaux. Avec de l'anthrax. Oui, voilà. Non, non, 4 non, non. rue du stade, à 4 rue du Stade Bollard à Lens. Je vous donne l'adresse. Donc voilà, merci à tous en tout cas, et puis merci de m'avoir fait confiance pour animer cette émission. Je vous dis à bientôt, et sûrement pas en animateur, sûrement en chroniqueur. Pierre reprendra sa place, il m'a mis un petit coup de coude là, à mon avis il reprendra sa place assez rapidement. Merci à tous, bonsoir. Salut les amis. I gave and you take, and I waited for you, but I made a mistake. It's clear that your fear is so near, because I see the look on your face. You tried to